Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, donc nous allons aujourd'hui faire la deuxième partie du cours concernant la biologie de la cellule neuronale en abordant le transport axonal. Et nous commencerons le cours concernant la biologie cellulaire de l'astrocyte qui va vous mettre en évidence l'importance d'une cellule longtemps négligée à côté du neurone, présenté comme la cellule la plus importante dans le système nerveux central. Et vous verrez que le rôle de l'astrocyte est en train de devenir extrêmement important. Bon courage. Donc, après avoir parlé de la cellule neuronale, nous allons maintenant parler de l'autre constituant essentiel du système nerveux central qui est l'astrocyte. Alors, les astrocytes représentent environ 30% des cellules du système nerveux central. Depuis le milieu du XIXe siècle, le tissu nerveux non neuronal avait été complètement négligé. On avait parlé de glu pour parler de colle. Et jusqu'à très peu de temps, les astrocytes avaient été considérés comme des éléments passifs, pas très importants, réalisant une fonction de soutien des cellules neuronales qui étaient représentées comme les cellules nobles du système nerveux central, et on s'est donc très peu intéressé au rôle de ces cellules. Un rappel de terminologie, la macroglie concerne donc les cellules astrocytaires et oligodendrogliales par opposition aux neurones et à la microglie. La microglie concerne donc des cellules qui ont une fonction macrophagique et dont l'origine, nous l'avons vu lors du précédent cours, est dans la moelle hématopoïétique. Il faut donc opposer parmi les cellules gliales les astrocytes aux oligodendrocytes. Il existe des marqueurs des cellules astrocytaires, la GFAP, glial fibrillary acidic protéine, et la protéine S100. C'est la seule façon d'identifier de façon formelle des astrocytes au sein du polymorphisme cellulaire du système nerveux central. On va donc utiliser des anticorps en immunohistochimie ou sur des cultures cellulaires. Ces anticorps vont venir se fixer sur les astrocytes et on va les révéler avec des marqueurs soit colorimétriques, soit fluorescents, ce qui permettra de conclure qu'on a bien affaire à une cellule astrocytaire. On ne peut jamais conclure sur l'origine d'une cellule neuronale astrocytaire ou oligodendrocytaire sur la simple morphologie. Donc vous avez ici des colorations histologiques qui vous montrent un astrocyte protoplasmique par opposition à un oligodendrocyte. C'est l'immunohistochimie et vous le voyez ici illustré à droite, le marquage avec un anticorps anti-GFAP qui vous permet d'affirmer que cette cellule est un astrocyte. Et vous voyez que la GFAP est une protéine du cytosquelette astrocytaire qui va donner un marquage fibreux de tout le cytoplasme et des prolongements cellulaires de cette cellule extrêmement développée. Vous voyez à gauche un astrocyte marqué avec la GFAP et le contact avec des cellules endothéliales qui caractérisent la barrière hémato-encéphalique que nous avons vue lors du précédent cours. La microscopie électronique et des reconstructions tridimensionnelles de ces images de microscopie électronique ont permis de révéler la complexité de l'intervention de l'astrocyte au sein du système nerveux central. L'astrocyte, une même cellule, va pouvoir intervenir et interagir avec les cellules endothéliales et les capillaires sanguins, participant à la barrière hémato-encéphalique. L'astrocyte va pouvoir intervenir avec le neurone et à différents endroits du neurone. Une des localisations les plus importantes est son intervention au niveau de la jonction périsynaptique. Enfin, la microscopie électronique nous permet de caractériser des éléments importants
au niveau astrocytaire, comme la présence de glycogène, qui est un élément de stockage du glucose, et c'est un élément essentiel dans le couplage énergétique du neurone avec l'astrocyte. Vous voyez ici en vidéo microscopie des astrocytes en culture, et vous voyez qu'après une lésion faite dans la boîte de pétri, les astrocytes vont se mettre à migrer, à proliférer et à venir compenser la lésion réalisée in vitro. Donc les astrocytes sont des cellules qui, au contraire des neurones, se cultivent très facilement, ce qui en favorise l'étude expérimentale. Donc on a commencé l'étude des astrocytes par une première vision très peu fonctionnelle, et l'astrocyte était présenté comme une cellule de soutien. Puis on s'est mis à regarder ce que la cellule astrocytaire pouvait produire et pouvait exprimer comme récepteur, ce qui a été une première façon de voir sa capacité à participer à des processus moléculaires, biologiques, cellulaires, tout à fait étonnants pour une cellule de soutien. Première chose, c'est la production de facteurs de croissance, production de cytokines. Les cytokines sont les médiateurs des réponses immunitaires qui sont d'habitude observés, par exemple, dans les lymphocytes. Et troisième facteur produit très étonnant, les neuromédiateurs. Donc vous voyez déjà qu'en étudiant ce qu'un astrocyte est capable de produire, on ouvre vers des fonctions qui dépassent largement une fonction bête, mécanique de soutien. Facteur de croissance, ça veut dire que l'astrocyte va intervenir dans la prolifération cellulaire et par exemple dans le soutien de la trophicité des cellules neuronales environnantes, en produisant par exemple des facteurs de croissance. Cytokine, ceci signifie l'intervention de l'astrocyte dans la réponse immunitaire. Et neuromédiateur, on le verra très en détail, ceci sous-tend une intervention de l'astrocyte dans le métabolisme des neuromédiateurs, dont on pensait classiquement qu'il restait un phénomène essentiellement neuronal. Quels sont les récepteurs membranaires exprimés par ces cellules? En accord avec les éléments produits, les astrocytes ont des récepteurs pour les neuromédiateurs, comme on a pu le voir précédemment au niveau de la synapse pour les cellules neuronales. Les astrocytes expriment des récepteurs pour les cytokines, comme ceci a été décrit pour les cellules inflammatoires. Et dans le même contexte, ils expriment le complexe majeur d'histocompatibilité, qui est des éléments moléculaires qui assurent la reconnaissance spécifique de l'identité immunitaire. Donc là encore, ceci nous montre l'importance des astrocytes dans la réponse immunitaire dans le système nerveux central. Enfin, les astrocytes ont une capacité de se dépolariser, comme toutes les cellules, et ont une activité électrique dont on verra qu'elle est extrêmement importante en parallèle du réseau neuronal que nous avons décrit précédemment. C'est cette notion de réseau astrocytaire qui est la plus étonnante. Donc les astrocytes sont effectivement réunis entre eux au sein du système nerveux central par des jonctions particulières qu'on a appelées jonctions gap, pour trou en anglais. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup d'anglicismes dans la biologie du fait de l'importance des éclipses anglo-saxonnes. On n'y peut rien et il y a souvent très peu de traduction des termes anglais en biologie. Donc c'est pour vous permettre de comprendre ce que vous lirez dans la littérature, pour vous permettre aussi de commencer à vous initier à l'anglais qui sera une langue indispensable lors de vos études médicales, que volontairement nous avons gardé les termes anglo-saxons tout en vous les traduisant. Donc ces jonctions particulières assurent le couplage interastrocytaire du passage des ions et des petites molécules. Ils assurent le couplage électrophysiologique et métabolique et ils participent à l'homéostasie métabolique intra-astrocytaire et mettent en place une véritable signalisation interastrocytaire qui, à plusieurs niveaux, va ressembler au réseau neuronal. Donc c'est ce qu'on va voir
en détail, c'est toute la fonctionnalité de ce réseau astrocytaire, c'est toute son importance au niveau du système nerveux central, à l'égal du réseau neuronal que nous avons vu précédemment. Donc de façon plus précise, ces jonctions GAP sont composées de complexes de connexine 43. La notion de réseau astrocytaire a émergé devant les données d'expérience électrophysiologique qui montraient que la dépolarisation astrocytaire augmentait la perméabilité jonctionnelle et qui montrait aussi que l'acide lactique inhibait la perméabilité astrocytaire. Ce sont des études tinctoriales qui ont permis le mieux de la visualiser, et en particulier des expériences de marquage au jaune Lucifer, à la fois in vitro et in vivo. Alors, voici l'intervention de ces connexines 43. Un connexion, c'est-à-dire une jonction GAP, est formée de 6 connexines qui forment donc un canal. Et ces 2 canaux vont se réunir en miroir entre un astrocyte et un deuxième astrocyte. Ceci va permettre de définir un canal transmembranaire. Et ce canal transmembranaire a 10 dimensions qui vont permettre le passage des petites molécules inférieures à 5000 Dalton. Vous voyez, la molécule de 100 Dalton, elle va passer, celle de 1000 Dalton aussi, mais la grosse molécule de 5000 Dalton ne passera pas. Donc passage des métabolites et des toutes petites molécules. Il s'agit donc de jonctions communicantes, vous les voyez ici en microscopie électronique, et vous en avez la schématisation à droite, donc le rapprochement des 2 membranes astrocytaires, qu'on peut voir en haut à gauche sur l'image de microscopie électronique, la réunion des 2 connexions formées chacun de 6 connexines, et donc le canal qui permet de réunir et de faire communiquer les 2 cellules astrocytaires. Donc, ce réseau astrocytaire dont nous venons de voir l'architecture cellulaire et moléculaire, quelle est sa fonction? Il a une première fonction de système tampon, d'homéostasie, que nous allons voir en détail, et puis une autre fonction qui est une fonction de contrôle de l'activité proliférative. Si on prend des astrocytes normaux que vous voyez schématisés en bas à gauche et qui sont réunis par le petit carré rouge qui schématise les jonctions GAP, et si on les compare aux mêmes cellules, mais dans leur correspondance tumorale, c'est-à-dire des astrocytomes, qui sont des cellules, des tumeurs, des astrocytes qui sont localisées donc au niveau du cerveau, ce sont des tumeurs de pronostic extrêmement péjoratif. Et donc si on regarde ce que sont devenues les communications interastrocytaires, eh bien on réalise que dans les astrocytes tumoraux, les jonctions GAP ont disparu. Si on réintroduit dans des astrocytes tumoraux des connexines 43 par des expériences de transfection cellulaire, eh bien on va observer une diminution très importante de la prolifération, une redifférenciation des astrocytes qui va rapprocher les astrocytes tumoraux du phénotype normal. Donc vous voyez l'implication, et c'est un phénomène fondamental en biologie cellulaire, des jonctions intercellulaires, ici astrocytaires, dans le phénotype normal versus tumoral. Alors cette notion de réseau astrocytaire, elle a été mise en évidence par des expériences réalisées d'abord in vitro. Donc vous avez sur cette vidéo un tapis astrocytaire. On a marqué les astrocytes avec du jaune Lucifer. Et quand on va stimuler localement, soit de façon mécanique, soit de façon chimique, le tapis astrocytaire, on se rend compte qu'il existe des vagues de jaune Lucifer. Donc le jaune Lucifer, il est sensible au calcium. Donc on a parlé de vagues calciques
qui vont diffuser de proche en proche autour de la zone de stimulation mécanique ou chimique. C'est donc un phénomène de communication interastrocytaire de proche en proche, beaucoup plus lent que la communication observée dans les réseaux neuronaux qui a été mis en évidence par ce type d'expérience. Et grâce au jaune Lucifer, on visualise qu'il existe dans ce réseau astrocytaire ce qui pourrait être un passage de calcium de proche en proche d'un astrocyte à un astrocyte suite à une stimulation mécanique ou par exemple glutamatergique. Alors le premier problème a été de comprendre quels étaient les réels substrats moléculaires de ces vagues calciques visualisées par le jaune Lucifer. L'impression des images de vidéomicroscopie étaient des vagues de calcium, comme si le calcium passait de cellule en cellule. En fait, des expériences de dosage, des expériences utilisant des inhibiteurs calciques ont pu montrer que ce n'était pas le calcium qui passait de cellule en cellule, mais les messagers secondaires comme l'inositol triphosphate. En réponse à une stimulation, vous allez avoir une synthèse d'IP3, donc d'inositol triphosphate. Cet IP3 va entraîner le regargage du calcium à partir de vésicules riches en calcium présents au sein de l'astrocyte. Et ce n'est pas le calcium qui passera de proche en proche, mais c'est l'IP3 qui ira successivement entraîner le même phénomène de libération du calcium au niveau du cytoplasme. Donc si on complexifie un peu cette notion de réseau astrocytaire et le lien entre le réseau astrocytaire et le réseau neuronal, il a pu être observé que l'activité neuronale provoquait une augmentation de la concentration extracellulaire en potassium, que cette augmentation de la concentration extracellulaire en potassium entraînait une dépolarisation astrocytaire, ayant pour effet une augmentation du pH intra-astrocytaire, suivie d'une acidification extracellulaire, la résultante de ces phénomènes en cascade étant une réduction de l'excitabilité des neurones adjacents. Vous voyez que la description de ces phénomènes fait intervenir l'astrocyte comme un tampon périneuronal qui, en présence d'une dépolarisation neuronale, donc d'une hyperexcitabilité neuronale, va entraîner un tampon qui va neutraliser beaucoup plus lentement que le réseau neuronal que nous connaissons, qui va neutraliser donc lentement, en débordant d'ailleurs la synapse où s'est produite cette dépolarisation et qui va donc neutraliser l'excitabilité neuronale. C'est ce qu'on a schématisé ici, donc une dépolarisation neuronale qui entraîne une augmentation du potassium extracellulaire, qui entraîne une polarisation réflexe, puis une diminution du pH extracellulaire qui va diminuer l'excitabilité neuronale, d'où cet effet tampon d'excitabilité neuronale. Ce phénomène qui se produit beaucoup plus lentement que la communication neuronale se produit aussi de façon beaucoup plus diffuse. Il va donc diffuser de façon régionale autour de la cellule neuronale qui a présenté un phénomène de dépolarisation, ce qui va assurer un tamponnage non seulement local, mais dans l'environnement de la cellule neuronale. Donc vous voyez que le réseau astrocytaire assure un système d'ambiance qui est superposé au système de transmission neuronale, ultra rapide, localisé. On a là au contraire un phénomène lent, diffus, régional, modulateur. À côté de ce phénomène, de ce rôle extrêmement important de tamponnage du fonctionnement neuronal, le deuxième rôle, lui aussi fondamental, de l'astrocyte est celui de soutien métabolique des neurones. Donc c'est une partie relativement compliquée de ce cours. Donc on se retrouve ici
dans une situation très importante qui est de savoir d'où viennent les substrats énergétiques que va utiliser le neurone, comment ils sont captés et comment ils vont être redistribués dans le système nerveux central. Donc pour la plupart des cellules de l'organisme, le métabolisme énergétique principal est le glucose. Pour le neurone, c'est relativement différent, puisque ce n'est pas le glucose qui va être utilisé, mais c'est le lactate, c'est extrêmement important, c'est le lactate qui est le véritable substrat énergétique des neurones. C'est donc du lactate qui sera utilisé par le neurone, et c'est au niveau du glycogène astrocytaire qui est stocké le glucose qui va être métabolisé pour in fine fournir du lactate aux neurones. Donc ce phénomène de couplage énergétique entre le neurone et l'astrocyte a pu être étudié dans des modèles relativement simples, utilisant la rétine de bourdon. On a donc incubé des rétines de bourdon en présence de désoxyglucose. Donc le désoxyglucose est un analogue non métabolisable du glucose. Il ne va pas s'accumuler dans les cellules neuronales, mais il va s'accumuler dans les astrocytes. Et si on fait une photostimulation répétitive, on a augmenté de façon logique la consommation en oxygène du glucose et on va augmenter la capture du glucose, donc compartimenté au niveau de l'astrocyte. L'agent de couplage est un neuromédiateur que vous connaissez, c'est le glutamate. Donc le glutamate, il est recapté par des cotransporteurs sodiques et la mise en jeu de la recapture glutamatergique induit une activation de la capture astrocytaire de déoxyglucose et une stimulation de la glycolyse aérobie. Ce qui veut dire, c'est un petit peu compliqué, que quand un phénomène de neurotransmission, ici glutamatergique, a été mis en place, se met en parallèle dans la cellule astrocytaire de l'environnement synaptique, une recapture glutamatergique qui va activer la glycolyse aérobie. Ceci va donc assurer le couplage entre le fonctionnement neuronal et la mise en jeu d'une fourniture énergétique par l'astrocyte aux neurones. Si on utilise de l'ouabaïne, qui est un inhibiteur de la pompe NK-ATPase, on va inhiber ce phénomène, et au contraire, on va l'augmenter par un ionophore sodique. Et bien sûr, l'activation neuronale va augmenter la quantité en lactate intraneuronal. Donc ce phénomène un peu complexe est schématisé ici. Vous avez à droite en blanc une cellule neuronale, une synapse glutamatergique. Donc en réponse à un potentiel d'action, vous avez libération de glutamate à partir des vésicules de neurotransmetteurs. L'astrocyte, qui est la grosse cellule en bleu au contact de la synapse, va recapter le glutamate libéré, une partie du glutamate libéré par un phénomène de cotransport avec du sodium. Ce recaptage de glutamate va donc activer la pompe NK-ATPase, ce qui va activer via la production d'ATP, la phosphoglycérate kinase, qui va elle-même déclencher la recapture de glucose issu des capillaires sanguins, donc de la circulation, par l'astrocyte et activer la glycolyse qui va nous permettre de passer du glucose au lactate. Et c'est donc non pas le glucose qui va servir de substrat énergétique aux neurones, mais le lactate qui sera donc fourni par l'astrocyte aux neurones et qui va assurer la fourniture énergétique de la cellule glutamatergique qui vient de fonctionner. Donc vous voyez une intrication de ces deux cellules. Quand la synapse glutamatergique a fonctionné, l'astrocyte en est informé du fait qu'il va recapter le glutamate libéré par
la partie présynaptique. Et cette capture du glutamate va activer et le captage de glucose périphérique issu de la circulation et la glycolyse pour fournir le substrat énergétique aux neurones qui est le lactate. C'est donc la fin de la première partie du cours sur l'astrocyte. Il est important que vous revoyiez bien en détail ces fonctions un peu complexes qui relient le fonctionnement neuronal et le fonctionnement astrocytaire. Nous rejouerons avec ces notions fondamentales lors du prochain cours. Bonne journée et bon courage.